Bonjour et bienvenue dans ce Club Expert ActuSite Club Patrimoine. Quelques jours avant Patrimonia, je sens que ça vous secoue un peu parce qu'il y a un paquet de questions, encore une fois, et on sent bien qu'il y a de l'intérêt, de l'inquiétude et je dirais du mouvement au fond, et c'est ça qui est intéressant. Du beau monde en plateau aujourd'hui, et c'est un vrai bonheur. On va commencer par le petit nouveau. Non, allez, on commence par le côté. Brice Angers pour MNG. Bonjour Merci, vous Jean-Pierre, êtes déjà venu, c'est un bonheur. toujours un plaisir. Gilles Ménard pour la Française AM, un Bonjour. habitué du plateau. Un petit Absolument. nouveau, Clément Duval, Bonjour, enfin petit, Jean-Pierre. ça se discute, mais enfin en tout cas, Plus tant que ça. Clément Duval pour Keren, pour les golfeurs vous m'appelez, c'est une star. Et mon complice de Biflex, Bistrong, Stanislas de Bayancourt, nous on se retrouve Bonjour, tous les Jean-Pierre. mois, donc c'est à peu près ce que vous avez dans la tête, mais enfin, comme vous êtes pétillant quand même, il y a toujours des choses qui se passent, donc on verra aujourd'hui effectivement, drôle d'année quand même. Pour les flexibles, hein, si on regarde bien les performances à la loupe, les succès le sont pour parfois des raisons complexes et certains fonds classiques ont pris un peu de porte de saloon, donc ça a été compliqué. Ce qui a fait le marché d'hier pose débat aujourd'hui. On parle de volatilité, de liquidité et c'est un débat, je le disais, assez complexe. Enfin, on a parfois l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Certains arrivent cette année, malgré tout, à sortir leur épingle du jeu. Donc on va voir en plateau comment ça s'est passé pour vous, messieurs. On commencera par ça, si vous le voulez bien. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui? Le primérisant Georges Delataille, celui qui porte la particule comme certains candidats à la candidature se présentent sans vraiment savoir pourquoi. Georges, la règle du jeu, la règle du chat, Ils se allez-y. présentent tous pour gagner, vous le savez bien. Ah, de l'argent ou... Mais non, Ah bon, gagner pardon, l'élection, ça va Allez. de soi. Règle Ok. du jeu beaucoup plus simple que les primaires, ou tout aussi simple, je ne sais pas. Toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà eu une bonne trentaine de questions Ouais. sur des sujets très larges, donc n'hésitez pas à continuer. On essaiera d'en relayer le plus possible. Allez, on va essayer de structurer un peu ces trois quarts d'heure et on va commencer, messieurs, je crois que ça intéresse tout le monde parce qu'on ne parle que de flexible aujourd'hui et on va parler de vos fonds. Ça fait un peu de jingle pub, mais surtout, on voudrait savoir comment vous avez bâti la performance cette année. C'est ça qui nous intéresse. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? On sent qu'il y a énormément de différences. La première question, c'est qu'est-ce qu'un fonds flexible? Alors, c'est quoi un flexible chez vous? Et comment ça se passe, Brice? Pour nous, la flexibilité, c'est avant tout une vraie diversification avec des moteurs de performance qui sont très variés, aussi bien sur les actions, sur les obligations, sur les devises, et le tout dans un environnement extrêmement global et avec beaucoup de réactivité, souvent liée à la finance comportementale. Lorsque les marchés s'excitent, lorsque tout le monde va dans le même sens, ça donne des points d'entrée très intéressants. Et donc, il faut toujours avoir un œil braqué sur les valorisations pour trouver les bons points d'entrée, quelles que soient les classes d'actifs, et ce, à travers le monde. Donc, c'est avant tout de la diversification, et ce, à travers le monde. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Parce que si on parle des flexibles, hein, on a Optimal Income, vous en parliez un peu moins, et ça se passe bien cette année. On a Prudent Allocation qui fait mieux que Dynamic Allocation. Enfin, tout ça se mélange un peu. Racontez-moi votre année, ces fonds flexibles. Pourquoi, comment? Vous avez un Alors, peu de temps. 2016, pour nous, est une très bonne année. Ça, c'est Elle bien, était ça. un petit peu moins bonne en 2015. Et bien souvent, ce qui ne marche pas bien une année, marche souvent très bien l'année qui suit. En 2015, on était très favorable à l'égard de l'économie aux États-Unis. On avait des positions très importantes, notamment sur le crédit, sur le high yield américain. On a eu une baisse très sensible du prix du baril qu'on n'avait pas anticipé chez MNG. En 2016, le baril se retrouve à une tendance favorable. On est passé de 25-30 à 50 $ le baril. Eh bien, avec cette tendance positive sur les matières premières, ça a été extrêmement favorable pour le crédit, pour le high yield, pour les actions en général sur les marchés européens et surtout pour les valeurs cycliques. Et donc, on était très positionné là-dessus en 2015. Ces valeurs, ces positions se sont révélées extrêmement rentables pour nous en 2016. Alors, vous allez me l'expliquer, bien sûr, c'est une évidence, mais quand même, les CGP ils regardent, j'ai quelques questions, ils me disent, bah, c'est quand même bizarre, Prudent Allocation, ça fait environ un peu moins de 5% là, year to date, et Dynamic, ça fait 2. Alors, ils disent, c'est le monde à l'envers, non? Non, ce n'est pas le monde à l'envers. Lorsqu'on a une année difficile, notamment avec un premier trimestre 2016 qui s'est révélé très compliqué, notamment sur les marchés actions, eh bien, c'est le fonds le plus défensif, on va dire, qui va le mieux tirer son épingle du jeu. Sur un fonds comme Dynamic, on a un horizon de placement à 3-5 ans. On va prendre des positions un petit peu plus agressives sur les actions, sur les actifs risqués. Et ce sont ces mêmes actifs qui ont été mis à mal au début de l'année. Et donc aujourd'hui, la différence en termes de performance, elle est très, très liée
au premier trimestre 2016 qui s'est révélé très compliqué pour les marchés. Début d'année, j'étais venu vous voir, vous avez votre convention et vous nous disiez dynamique cette année, il ne faut peut-être pas rêver. Plutôt prudente, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé ce fonds. Donc au fond, l'histoire vous donne raison aujourd'hui. Juste avant, on va en reparler beaucoup tout à l'heure. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Complètement. En Plutôt prudente, hein, s'il faut souscrire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on est très D'accord. très favorable pour le fonds prudent. Tout d'abord parce qu'il y a une logique liée à l'attente des investisseurs. On a beaucoup de clients qui sont quand même très risk-averse et donc leur difficulté aujourd'hui, c'est d'être investi sur le fonds en euros avec l'obligation de sortir du fonds en euros. Et donc, on va essayer de les emmener vers un fonds qui soit prudent avec une logique de gestion des risques qui soit maîtrisée sur la volatilité, sur les drawdowns et sur les perspectives de performance à court terme. Il y a un internaute qui nous dit MNG, vous annoncez un crack, sérieux point d'interrogation? Non, on n'annonce pas de crack. Vous êtes sûr, hein, parce que On si est- vous écoute, c'est une vraie envoyez-moi des question. précisions. On là. n'attend absolument pas de crack, sinon on se mettrait Ouais. en cash ou toutes nos Ouais. positions D'accord. seraient short. On part en Quand, vacances, quand- on quand vous fait- regardez nos positions comme Prudent Allocation ou Dynamic Allocation, on est plus ou moins à la neutralité sur les actions. On a 20% d'actions d'un côté, 40% de l'autre. Ça, c'est clairement pas une position en attente d'un crack. Bien au D'accord. contraire, on Ok, est c'est pas relativement vrai, serein par ça va. rapport à la croissance mondiale. Et donc aujourd'hui, les actifs risqués, on en va a en portefeuille. revenir tout à l'heure sur Par les contre, allocations. là où on essaye d'être très vigilant et ce qu'on essaye d'éviter aujourd'hui, c'est les obligations souveraines dans les pays cœurs, que ce soit la France, l'Allemagne, On va les y revenir un États-Unis. moment, hein. Là, Remontée des taux en on est Allemagne, on en clairement parlera tout à l'heure. à l'abri, on est short sur ces positions-là. Gilles, à nous. Alors là, une année difficile, on peut le dire. Hein. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on fait là? On fait une analyse, on dort pas la nuit, comment ça se passe? Alors, je répondrai, enfin, je ferai juste un petit préambule en disant pour nous, la gestion flexible, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on D'accord. reprend la même question. Et puis Non, mais moi je fais les questions, vous faites les réponses, on est Non, d'accord. non, pas hein. du tout. J'embrayerai, je répondrai à la question, il n'y a aucun souci. Pour nous, c'est vraiment une technique de gestion qui doit permettre à l'investisseur d'investir sur des classes d'actifs différentes, donc actions, taux, devises, sur un horizon de placement, et là je rejoins Brice, qui doit être bien déterminé et dont l'investisseur doit être bien conscient. Donc nous, on part sur, quand on conseille patrimoine flexible, en l'occurrence, c'est sur un horizon de placement de 3 à 5 ans, et c'est sur cet horizon de placement qu'on va observer la performance, on pourra en parler après. Donc technique de gestion pour investir sur l'ensemble des classes d'actifs, et avec la possibilité pour l'investisseur de ne pas avoir à timer son point d'entrée. Mhm. Donc il délègue en fait au gestionnaire les points d'entrée sur les classes d'actifs en question. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'appréhende chez nous. En ce qui concerne la performance, effectivement, année 2016 difficile, et je dirais plus précisément 2 mois difficiles, en fait, janvier-février. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a clairement eu On voit, après vous remontez la pente, hein, on le voit même. depuis quand 6 on mois, regarde, voilà. J'invite les gens à Ouais. regarder Non, mais la performance depuis le 29 Alors, février. quand on regarde vos qui s'est- classements par rapport à la concurrence, Voilà. 2 premiers mois c'est catastrophique. catastrophique. Et puis ensuite vous reprenez, on revient Absolument. dans les classements. Voilà, hein. donc on espère que le repositionnement qui a été opéré dans le portefeuille va permettre de Qu'est-ce qui continuer s'est à... passé? Racontez-moi ça. Clairement, un positionnement plutôt offensif en début d'année qui avait été mis en place après la réunion Fed de fin décembre, enfin de mi-décembre, et une volatilité et une recorrélation des actifs risqués qui étaient dans le portefeuille. Donc on avait des indexes inflation, on avait également des positions actions qui étaient significatives, y compris sur des positions par exemple sur les actions chinoises. Cette recorrélation des actifs nous a conduit à avoir un budget de risque et une volatilité qui s'est accrue de manière très significative. On était dans des budgets de risque qui étaient proches de notre Est-ce que fourchette ce n'est haute. pas excessif ce budget de risque? Probable- Attendez, quand on fait les batailles, on les Voilà, gagne, a on est bien posteriori, d'accord. hein, mais- il est évident qu'on avait un positionnement qui était effectivement un peu offensif. Voilà, on est arrivé à un point où on s'est dit on a 2 solutions, soit on explose notre volatilité, ce n'était pas le souhait de la maison, soit on coupe certaines positions. Donc on n'a pas coupé l'intégralité du portefeuille, hein. Là-dessus je suis très transparent et il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. On a coupé quand même pas mal d'actifs risqués. On a remis les choses à plat, on a effectivement revu le portefeuille dans son intégralité et on a reconstruit un portefeuille qui aujourd'hui et depuis le 29 février est clairement moins agressif sur la partie action, mais qui en revanche a déployé Quand du on risque regarde, plus récemment sur des positions. Enfin voilà, c'est un portefeuille qui n'est pas du tout. Vous êtes on n'a pas par exemple, liquidé. on peut donner quelques éléments parce que Tout à c'est fait. intéressant, surtout Bien quand on est sûr. en difficulté. hein. Vous êtes sur 3 mois, vous êtes dans le premier quartile, hein, Mhm. donc ça veut dire que quand vous avez fait le job. Ça doit être l'enfer quand on est gérant de commencer l'année comme ça, non? Compliqué. Ouais. On a Gérant inside là. On a eu moi. 2 mois difficiles, je ne vous cache pas, parce qu'effectivement, il y a tout un travail à la fois en interne de communication et en externe auprès du client, parce qu'on conçoit tout à fait la déception des clients qui est à la hauteur de la nôtre. hein. On n'est pas content du travail qu'on a fait
en janvier-février. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup œuvré entre le creux de marché le 12 février et fin de mois de février pour repositionner, se reposer les questions, repasser en revue toutes les positions du portefeuille et reconstruire quelque chose qui nous semblait plus approprié pour je dirais une performance qui soit plus régulière et éviter cet à-coup de marché qu'on a On y connu. reviendra tout à l'heure Voilà. sur la prospective, on en parlera, mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que vous avez le boulot, il a été fait. Voilà, j'invite les Vraiment. C'est pour ça que j'ai pris les les internautes fiches, à regarder. Voilà, quand t'as depuis liste, un peu de mi-février, jingle enfin depuis plus, fin mais- février, on a une tendance qui est un peu plus sympathique. D'accord, très bien. Keren, Oui. le petit nouveau, le bisu, comment ça se passe? Alors vous, ça se passe bien, on peut le dire. hein. Ça se passe même Vous avez très des bien. fonds très différents, très, très pointus. Alors celui qui est en tête des classements, il est immobilier. C'est un fonds qui s'appelle Keren Fleximo, qui est un fonds sur la thématique immobilière, mais au sens large. Un fonds diversifié, puisqu'on peut à la fois avoir des actions entre 0 et 50%, mais aussi des obligations entre 50 et 100%. Une thématique que l'on connaît bien, une thématique à laquelle tout le monde est sensible et une thématique qui marche bien dans le temps. Donc on a voulu voir ce qu'elle pouvait donner au travers d'un fonds diversifié et flexible. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal, puisqu'on est à plus 4,5 depuis le début de l'année. D'accord, mais là, ça énerve les autres gérants flexibles. Ils disent, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est un fonds immobilier, thématique, donc ça va pas. Et puis on a Keren Patrimoine, Keren qui Patrimoine. remplit ses promesses. Là. Alors là, vous avez fait le job. Qui est le fonds, on va dire, star de la maison, un peu historique, puisqu'il existe depuis 2008. Il fait une bonne année 2016, effectivement, puisqu'on est à peu près à plus Alors, c'est 1, compliqué au tout début de l'année aussi, hein, comme tout le monde. oui, comme tout le monde, on a souffert en début d'année. En même temps, les marchés ont perdu pas loin de 17% sur les premières semaines, donc il n'était pas facile forcément de réagir positivement, d'autant que tout le monde, comme ça vient d'être dit, attendait un début d'année qui était plutôt positif. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Je me souviens, le 4 janvier, c'était dur. hein. Le 4 janvier, c'était dur, ça c'est certain, mais c'était dur jusqu'au 16 ou 17 Oui, février. L'ouverture de l'année, là. L'ouverture- Oui, alors que tout le monde pensait effectivement, avec ce qui avait été dit en fin d'année, qu'on allait driver les premières semaines sur un marché extrêmement positif, comme on avait connu d'ailleurs en 2015. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas, ça a été compliqué, mais nous, on a une optique qui est un petit peu différente dans Patrimoine par rapport à d'autres fonds, c'est qu'on a une recherche permanente de la visibilité de l'investissement. Et la visibilité de l'investissement aujourd'hui, on a du mal à la trouver ailleurs que finalement sur la partie obligations corporate. Les obligations corporate sont pour nous une manne intéressante, non pas uniquement en termes de rendement, mais en termes de visibilité. Et ce que je crois que ce que recherchent les investisseurs aujourd'hui, c'est cette visibilité. Donc, Ça veut dire plus de risques, non? ça veut dire un petit peu plus de risques. Oui, de toute façon, je crois qu'il y a une chose dont on est certain Vous allez tous me dire aujourd'hui. ça, il faut prendre du risque. hein, aujourd'hui, non C'est pas qu'il faut prendre du risque, c'est que pour avoir les performances d'hier, il faut prendre plus de risques qu'hier. D'accord. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut le faire comprendre à nos Mais bon, internautes. j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une fausse promesse, ça? Au fond, est-ce que je veux les mêmes performances d'hier versus plus de risques, ou je veux pas plus de risques en acceptant de ne pas avoir de perf? C'est un vrai sujet, ça, non? C'est un vrai sujet et ça, c'est aux clients de décider ce Oui, qu'ils mais il recherchent. faut à la bien fin. lui expliquer, au fond. Et bien Est-ce évidemment. que Et c'est ça, la pas même facile. histoire? Quand j'ai un fonds qui s'appelle Patrimoine, qui prenait pas trop de risques, et là vous êtes en train de me dire, ah bah oui, mais là il faut prendre du risque. Est-ce que la promesse client, elle ne se complexifie pas au fond? Alors en fait, il y a deux façons d'aborder le sujet. Il y a ceux qui vont vous dire, moi je ne prends pas plus de risques, mais dans ces cas-là, je vous offrirai moins de performance. Je crois qu'au final, il faut être très clair dans le discours commercial qu'on a vis-à-vis de nos clients. Je sais que chez Keren Finance, en ce qui concerne Keren Patrimoine, on a décidé d'ouvrir un petit peu plus de volatilité au fond, puisqu'aujourd'hui on a 6,5 de volatilité sur 3-5 ans. Eh bien, 6,5 de volatilité, c'est un petit peu plus que ce qu'on avait il y a encore 2-3 ans. Mais Ok. on le dit à chaque réunion, on est en risque 4 de DC, ça nous paraît tout à fait acceptable pour un fonds patrimonial. Mais il faut accepter un petit peu plus de volatilité, effectivement. Très bien. Stanislas, on finit par vous, nous on se connaît bien. Alors tout le monde regarde peut-être, je pense que tout le monde regarde Bifles Bistron, enfin bon, on va recommencer. Alors vous, ça bouge beaucoup. Hein. C'est-à-dire que je suis, voilà, c'est Sycomore Allocation Patrimoine, et je suis sur le marché et je suis super réactif. hein. C'est aussi ça votre marque de fabrique. hein. Alors c'est la marque de fabrique, c'est plutôt notre agilité sur les titres, parce que des grands mouvements d'exposition dans une année, pour nous, il n'y en a pas 10 à faire. Il y en a un ou deux en fonction de l'année. Ce qui pour nous a été important cette année, c'est plutôt l'évolution qu'on a pu avoir au sein de la composition des titres actions dans le portefeuille, avec des secteurs qui ont énormément bougé. Ouais, on a ça vu bougé quand même sur les on a- bancaires. les bancaires, vous êtes on a- rentrés, vous êtes sortis, vous êtes rentrés, vous Les, êtes les ressortis. bancaires, on a dû faire à peu près 3 allers-retours depuis Voilà. le début de l'année, donc c'est assez important. Et surtout, enfin, pour revenir à la première question sur qu'est-ce que flexible, nous, Allocation Patrimoine, c'est un flexible patrimonial prudent qui va aller investir sur toutes les classes d'actifs. Et ce qui est très important de comprendre cette année, c'est que dans la perf qu'on a, on doit être à +2 depuis le début de l'année, une partie importante de la performance provient des obligations cette année. Ce qui On était va y revenir. pas Vous du voyez tout le que je cas vais vous l'année laisser dernière. comme ça, hein.
où on avait fait 80% sur la partie action. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des moteurs de performance qui soient différents et différenciés pour qu'ils marchent chaque année. C'est que la performance soit reproductible, parce que c'est très bien de faire une bonne année sur la baisse des taux, mais si vous l'avez fait uniquement avec des obligations d'État, je dirais que maintenant, vous êtes cuit. Donc, il faut C'est avoir même pas sûr. Ça fait 3 ans qu'on dit ça. Oui, Remarquez, on appelle c'est le- même pas sûr. Hein. On appelle le marché ouais. obligataire japonais Ouais. le faiseur de veuves. Mais en effet, mais je pense que là, on commence à atteindre un point bas, en tout cas sur les taux longs en zone euro. Je ne dis pas que ça remontera, mais en tout cas, la tendance qu'on a connue, ça. Donc, ce qui était important pour nous, c'était la mobilité cette année, l'agilité entre les titres, et puis surtout des convictions fortes sur des thématiques d'investissement actions, notamment le digital et l'immobilier, qui ont très bien fonctionné. Le digital, ce matin, on voit l'acquisition d'Octo Technologies par Accenture, mais on a eu d'autres titres qui ont publié ce mois-ci, comme Group Open, qui gagne plus de 40% depuis le début de l'année. Et vraiment, toute cette thématique au sens large a très bien fonctionné. Et à côté de ça, l'immobilier, qui dans un environnement de taux bas, la première, c'est la baisse des taux de capitalisation. Et un retour des Français vers l'investissement immobilier, avec un cadre fiscal stabilisé, ce qui fait qu'on retrouve des très bonnes données de mise en chantier qui profitent au Nexity, au Kaufman & Broad, aux Altarea Cogedim, dont nous sommes actionnaires et qui ont également réalisé une très bonne année. Sur ce retour-là, parce qu'il est discuté quand même, hein, mais bon, on y reviendra longuement. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, Vous avez tenu vos engagements? Alors, on a tenu les engagements de performance, on a surtout tenu les engagements de risque en contenant au maximum les baisses et avec la résilience qui est devenue pour nous une marque de fabrique. Et je rejoins un peu ce qui a été dit par Clément sur la partie obligations d'entreprise. Pour nous, c'est quand même aujourd'hui une des clés d'investissement dans les fonds, on va dire, flexibles patrimoniaux. Parce qu'elles offrent du rendement et une visibilité sur ce rendement, et du coup un petit peu un guide vers la performance future de ces fonds, dans un contexte où sur les marchés actions, on va dire qu'on a aujourd'hui peut-être un peu moins de potentiel que ce qu'on a pu avoir par le passé. J'ai une question souvent d'ailleurs sur Sycomore, c'est quoi la différence entre allocation patrimoine et partners? C'est une très bonne question. Merci. Partners, c'est un fonds flexible action qui peut aller de 0 à 100 en action. D'accord. Je dirais Partners, c'est presque un fonds fait pour un client qui vous dit « je veux revenir sur les marchés actions », mais vous le connaissez très bien. Vous savez qu'à la première baisse de 7, 8 ou 10%, il va craquer Bien et sûr. couper tout de suite dans la baisse au bout de 3 mois d'investissement. Donc Partners, avec sa flexibilité, et d'ailleurs qui est l'un de ses moteurs de performance, sa capacité à se réinvestir dans les baisses, il est là pour permettre aux investisseurs qui veulent venir sur les marchés actions d'avoir un produit qui bénéficie du bon stock picking Sycomore et d'un taux d'investissement qui est géré activement. Allocation patrimoine, c'est un fonds plus prudent, plutôt de fonds de portefeuille pour les clients qui viennent peut-être du fonds en euros, etc., et qui veulent mettre un premier pied dans les marchés financiers, mais de manière diversifiée, avec un petit peu d'actions. Là, on va plutôt bouger entre 20 et 40% d'exposition aux actions, des obligations d'entreprise, et puis des actifs diversifiés, type les pays émergents, etc. Donc, ça change. Merci beaucoup. On a tenu le timing de cette Bravo, première partie, chapeau. donc on a fait le tour de votre année. Merci, messieurs, vous avez été au top. Allez, on rentre dans les questions. Et je vais peut-être poser la première, et puis après je vous lance les taux, parce qu'au fond, quand on parle patrimonial, fonds flexible, on se dit est-ce qu'on met du taux? Moi, je sors d'un congrès de CGP, ils disent plus de taux. Donc tout le monde se pose la question. Je regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a un truc incroyable, c'est qu'il y a deux grandes entreprises françaises, européennes, pardon, Henkel et Sanofi de mémoire, qui ont emprunté en taux négatif, assez court, hein, je parle de 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. 3 ans, hein, c'est ça. Et de notre côté, le 10 ans allemand est repassé en territoire positif. Et on regarde ça et on se dit, est-ce qu'on n'y est pas là? Ça y est, c'est parti, le souk, ça commence maintenant. Brice? Tout à fait. Nous, on fait vraiment la différence entre les taux sur les pays cœurs et les taux sur certains pays, notamment dans les pays émergents. Et c'est clair, aujourd'hui, sur l'ensemble des pays développés, chez M&G, on estime qu'il y a un vrai risque asymétrique, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à être positionné sur ces taux. Ça, j'entends sur le taux allemand. Et du coup, on est mais short, même les entreprises, quand je vous entends, je vais tous vous poser la question, faire du high yield et tout, je me dis à un moment donné, le marché, il va se retourner. Et là, il n'y aura plus personne, il y aura une toute petite porte. Et vous serez à la porte, il y aura des morts, non? Non, parce que d'abord, nous, le high yield et le corporate, on le joue principalement aux États-Unis, quasiment pas sur la zone euro. Voilà, une information. Et là, pour le coup, on a des niveaux de spread qui sont nettement meilleurs qu'en Europe. Et donc, on préfère jouer le marché américain sur la partie corporate que l'Europe. Très bien. Gilles, high yield ou pas? Chez nous, en fait, sur la retournement des taux, hein, vous pouvez, là, vous avez le droit de venir avec vos réponses aussi. Non, mais sur la partie obligataire de manière générale, hein,
on a effectivement le même sentiment, mais je crois qu'on disait à peu près la même chose il y a 3 Mais mois. oui, sur- mais sur non, la mais le partie problème, c'est le obligataire. momentum. C'est Voilà, là, est-ce que c'est le absolument. bouton, là, c'est maintenant. Donc clairement pas de taux corps, on n'a pas envie pour les portefeuilles chez nous qui peuvent shorter bien évidemment, c'est des positions qui sont mises en place. Ah, mais les taux corps, c'est tellement évident que ça Voilà. me paraît. Voilà. Oui, La question, c'est à quel moment ce retournement va faire que les gens vont se dire ouais, Ça va embarquer l'investment grade aussi. Ouais. Ce qui pour nous peut être la variable d'ajustement vraiment forte sur l'obligataire aujourd'hui et notamment sur les taux gouvernementaux corps, c'est vraiment la thématique inflation. On va commencer à avoir des premiers effets de base en novembre sur l'inflation et ça peut être vraiment peut-être le driver d'un retournement plus. Brice, il dit l'Europe, il est plus important. sur les États-Unis, vous Sur l'Europe, on va jouer essentiellement au travers des subordonnées financières. On a peu de positions véritablement sur la partie. Vous recherchez là-dessus aussi. Ouais. Et on a déployé pas mal de positions sur la dette émergente depuis. On en avait déjà en début D'accord. d'année, mais on a remis des positions de manière assez significative. Et malgré l'imminence de la réunion Fed, on conserve ces positions. Il y a eu des petits ajustements, des petites couvertures qui ont été mises en place dans les portefeuilles de manière tactique à l'approche de la réunion du 21 septembre. Mais on garde une position et une conviction assez forte sur la dette émergente. Clément, En ce qui nous concerne, vous c'est aimez bien le high yield. Oui, alors en ce qui nous concerne, c'est très simple. La dette d'État, on n'en fait pas, c'est pas notre D'accord, métier. mais on est d'accord là-dessus. Maintenant, je Et voudrais vous que- pensez que les gens ils vont rester sur le high yield tranquillement comme ça quand la C'est- dette non, d'État va c'est- remonter, non C'est pas ça, hein, c'est que je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que ceux qui étaient investis sur de la dette d'État depuis le début de l'année, ce sont peut-être les grands gagnants depuis le début de l'année. Oui, mais ça fait 3 ans, effectivement. Ça fait 3 ans qu'on dit Et c'est personne terminé. n'attend Du depuis coup, 3 ans. Et c'est ce que dit Stanislas, il y a un moment, ça va s'arrêter. Il y a un moment, ça va semblerait que ce soit s'arrêter. déjà ce moment-là, effectivement. On est bien d'accord. Après, en ce qui concerne le high yield, effectivement, avant, il y avait une corrélation qui était assez symétrique entre les actions, l'évolution des actions et l'évolution On y reviendra. du high yield. Et là, aujourd'hui, on constate une chose, c'est que le mouvement a un petit peu évolué, je dis bien un petit peu évolué, il y a un peu moins de volatilité sur le high yield parce que vous avez le plus gros portefeuille européen, nous on s'occupe que des obligations corporate européennes, qui aujourd'hui est la Banque Centrale Européenne qui se met à acheter du corporate, investment grade, mais du high yield également. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Donc on a finalement aujourd'hui un marché où il n'y a plus de rendement nulle part et le high yield reste un des derniers remparts pour le rendement. À une condition, c'est qu'on aille le faire sur de la sélectivité extrême, mais aussi, Vous en faites ce qui nous souvent dit ça, concerne, hein. Si vous êtes tous sélectifs, à un moment donné, il n'y a plus oui, de marché. mais quoi. en ce qui nous concerne, il y a un autre point qui est fondamental, c'est de faire du très très court. D'accord. Et nous, dans nos fonds, les durations elles sont inférieures Ok. à 2 ans. D'accord. Stanislas, Alors, bon, évidemment, pas de taux. Nous, on a mis au printemps une position short sur les taux d'État allemands à 5 ans quand ils étaient à moins 0,50 parce qu'on trouvait que structurellement, c'était Mhm. destructeur de. on est passé à de valeur. 0,008 là, hein, la semaine dernière. c'est ça Et donc, évidemment, il n'y a pas de valeur dedans. Il y a, comme ça a été dit, des effets de base sur l'inflation qui font que ça va être compliqué de tenir des taux sur la partie 5-10 ans aussi basses pendant l'automne et pendant le début de l'hiver. Donc on pense que ça va remonter un petit peu, on pense que ça peut entraîner une performance plutôt nulle à négative sur ça et également sur les obligations investment grade parce qu'elles sont très très proches et très très corrélées, mais que ça ira pas très loin. Donc voilà, donc c'est juste que pour nous il y a une absence d'opportunité d'investissement, il y a une absence D'accord. de gain, c'est pas un short On massif. n'est pas dans le risque là. Voilà, on n'est pas dans le D'accord. risque Majeur. majeur. Après, sur le high yield, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les primes de rendement de risque du high yield, elles sont quasiment stables depuis 3-4 ans. Il y a eu de la volatilité, évidemment, en février, elles étaient très larges, mais ce qui est très cher, c'est les taux de base, ce sont les taux d'État. La prime de risque qu'on vient mettre dessus, elle rémunère encore bien le risque de crédit aujourd'hui. Ce qui n'est plus rémunéré du tout, c'est le risque de taux. Donc ça, c'est une chose. Et après, sur la sélectivité, alors oui, tout le monde dit que c'est sélectif, mais je pense que c'est peut-être la différence entre des maisons en fonction de la taille des fonds. C'est qu'on a le choix de pouvoir être sélectif quand les fonds ne sont pas encore trop grands et qu'on n'achète pas tout le marché du high yield européen non plus dans nos portefeuilles. D'accord. Il y a un fonds qui n'est pas représenté ici, mais qui est un des fonds stars patrimoniaux, je ne sais pas comment on appelle, qui est Nordea, qui vient de fermer. Pourquoi ça ferme un fonds comme ça? C'est qu'il n'y a plus rien à acheter? Brice? Je crois qu'ils ont gagné beaucoup d'argent Oui. avec la baisse des taux. En général, quand on gagne beaucoup d'argent, on a envie de continuer. Hein. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que pour gagner de l'argent, pour générer de la performance, il faut prendre plus de risques. Et donc, ils ont préféré lancer un nouveau produit qui va être porteur de plus de risques pour des nouveaux clients ou des clients D'accord. qui sont prêts à supporter plus de risques pour avoir plus de performance. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ne polluent pas leur portefeuille ancien. Ce fonds-là était un fonds prudent et il a gagné beaucoup d'argent avec la baisse des taux. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est probablement derrière nous. D'accord. Allez, Georges, on y va. Les questions. Oui, alors on a beaucoup parlé des taux, mais effectivement, les internautes cherchent du concret, c'est-à-dire finalement où est-ce que vous allez aujourd'hui, dans quoi vous investissez. On nous parle de classes d'actifs, de zones géographiques, on nous parle d'actions, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions dans vos portefeuilles, et on nous parle, comme à tous les chats, de Bill Gross.
qui est quasiment sponsor des chats. Allez, on fait la phrase. Hein. Lui ne croit plus à rien. Je ne crois plus aux actions, je ne crois plus aux obligations, je ne crois plus au private equity. Bill Gross. Oui, c'est souvent le cas des personnes âgées, ils sont un Ouais. peu abusés. Il y a Warren Buffett aussi, on peut en parler, vous Et ben Warren a beaucoup plus confiance dans l'avenir en buvant du soda et en mangeant des hamburgers, mais donc la question c'est quoi concrètement? Concrètement, Qu'est-ce que vous mettez dans où vos est-ce que vous portefeuilles avez aujourd'hui? Tiens, Gilles, je commence. Qu'est-ce qu'on met dans notre Vous portefeuille me disiez des subordonnés bancaires. Oui, alors on n'a pas que ça et c'est pas Voilà. non plus une Non, position. mais c'est pour ça que j'ai réagi Oui, bien en sûr. disant, En fait- moi, il y a la grande peur sur les banques en ce moment quand même. Hein. Oui, on a plein de questions sur le bancaire aussi. Alors, c'est un bon enchaînement. Sur la partie bancaire, aujourd'hui, on a peu de positions directionnelles sur les bancaires européennes. On en a forcément en dérivé au travers de certains fonds sous-jacents, mais on en a peu. On préfère le jouer au travers des subordonnés bancaires. Au demeurant, ne pas oublier qu'on peut avoir des mouvements assez rapides sur le secteur. On sait que c'est un secteur avec bêta, mais on peut avoir des mouvements assez rapides. Il y a des mouvements rapides parce que personne ne sait lire un bilan bancaire. Donc après, Au on est Japon, dans le mou. oui, mais on a un mouvement de taux de 30 centimes au Japon cet été. On a des bancaires qui font plus 30% en l'espace de quelques C'est bien semaines. ce que je dis. Donc voilà, on peut avoir ce type de mouvement. C'est compliqué aujourd'hui parce que le secteur est quand même clairement déprimé, peu présent dans les portefeuilles, avec un épidermisme qui fait que les gens sortent et rentrent assez facilement. Donc voilà, nous on a fait le choix d'investir plutôt par lui des subordonnés. On aime bien, donc je le disais, le poids d'action pour répondre aux questions de Georges. Les subordonnés, après, il faut qu'on aille vite, hein, parce qu'on ne peut pas se plaindre, mais personne, un CGP, il ne comprend rien à ce que c'est. Hein, enfin, je parle sous le contrôle de tous ceux qui nous écoutent. C'est plus ou c'est moins risqué qu'un papier classique? C'est plus ou c'est moins risqué? Certains nous disent moins, moi j'ai l'impression plus, donc ça me paraît bizarre. Je ne sais pas s'il faut l'appréhender en ces termes-là, mais... Il faut bien l'appréhender d'une manière ou d'une autre. Oui, mais l'idée quand on l'intègre dans nos portefeuilles flexibles, c'est d'avoir effectivement une vue globale en risque. Donc voilà, on va travailler en risque global de portefeuille. Plus ou moins risqué un subordonné? Je n'ai pas de réponse à proprement parler sur le caractère spécifique de la classe d'actifs. Nous, on fait ce choix-là par arbitrage en fait, par rapport à une classe d'actifs qu'on a envie de privilégier par rapport à une autre, donc action bancaire ou subordonnée bancaire. Stanislas, les bancaires, vous avez beaucoup tourné. Hein, Ouais. c'est juste tactique? Alors, sur le fond? Sur le fond, globalement, les banques sont de plus en plus régulées, donc elles sont globalement de moins en moins risquées. Donc elles sont aussi de moins en moins rentables du fait de la régulation. Premier point. Deuxième point, l'écrasement des taux écrase leurs marges. Donc elles sont négativement corrélées au taux d'intérêt. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la BCE aujourd'hui ne veut pas aller beaucoup plus loin sur son action pour la baisse des taux, parce que ça commence à avoir un coût économique pour les banques, pour les assureurs, et ce coût-là, il se répercute aussi dans l'économie réelle et leur capacité à financer et à prêter. Donc les banques aujourd'hui, on pense qu'elles ont des valorisations très basses, qu'il faut qu'elles arrivent à prouver que dans cet environnement difficile, elles arrivent par leurs différents services, parce qu'elles ne font pas que du crédit, quand même à rester tout à fait rentables. Et du coup, d'après nous, elles ont globalement du potentiel. Mais elles sont aujourd'hui face à un peu une incertitude et une défiance assez forte des marchés sur leur capacité à rester rentables. Allez, messieurs, on va revenir. Je vous donne la parole à tous les quatre, puisque c'est la question des allez-y. internautes. Aujourd'hui, un portefeuille flexible, je ne sais pas si on dit patrimonial ou non, c'est encore une autre histoire, mais flexible, si on regarde aujourd'hui le marché, risque sur les taux, c'est quoi par exemple? Alors chez nous, c'est un portefeuille patrimonial, donc j'insiste quand même là-dessus. Oui, c'est pour ça que je dis Et précision. aujourd'hui, je parlais de visibilité tout à l'heure, on l'a avec notre portefeuille corporate, puisqu'il représente aujourd'hui 2 tiers du fonds. 2 tiers du fonds est investi en obligations corporate, duration 2 ans, rendement actuariel embarqué 5% à aujourd'hui. Donc au pire, je ne sors pas. Il ne faut pas que je sorte. Aujourd'hui, on est assez à l'aise finalement avec la volatilité qu'il y a sur le marché, puisqu'avoir 5% de rendement sur 2 tiers du Il n'y portefeuille. a pas que la vol, il y a la liquidité. Alors, un jour, j'ai un gérant qui me disait le jour où ça va se passer, c'est pour ça que je prenais cet exemple, c'est un stade de quelques milliers de personnes, il y a un arbitre qui va siffler, tout le monde va vouloir sortir par une porte de 80 cm et ça ne sortira pas. Quoi. Bon. Alors Stanislas a eu une très bonne phrase tout à l'heure, il disait que certains fonds qui sont plus petits ont plus de facilité à naviguer. C'est extrêmement vrai. Le fonds fait aujourd'hui 230 millions d'euros, il y a 185 lignes. N'empêche que si vous n'êtes pas le premier à sortir, ça ne marchera pas quand même. Hein. Il y a 185 lignes, donc on a énormément diversifié le risque. Et en plus, comme on est sur des durations courtes, on est moins touché par ce problème de liquidité. Énormément de corporate, très court, mais avec du rendement embarqué. Exactement. Et ça, vous en trouvez encore aujourd'hui? On arrive encore à en trouver, mais c'est là où vous touchez le vrai point pour moi sur le corporate. C'est qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'être rémunéré pour le risque que l'on prend. Et c'est là où le travail des gérants est devenu extrêmement complexe, c'est d'aller trouver des papiers avec un risque qui soit acceptable et une duration qui soit relativement... Le dernier tiers? Le dernier tiers, c'est la poche action qui fluctue en fonction des anticipations de Raphaël Elmaleh.
Aujourd'hui, on est remonté, avec la baisse de marché cette semaine, à 33%. Ah oui, quand même, à fond, quoi. Presque à fond, puisque c'est 35 À le fond. maximum. Oui, mais c'est pour ça que je dis à fond quand même. À fond, à fond, à fond. Chez MNG, on parle de quoi? Prudent allocation, puisque c'est le fond du moment? Ça D'accord, ressemble à quoi? bien volontiers. Donc aujourd'hui, on a réduit le risque sur les actions. On était remonté jusqu'à près de 30% en actions au lendemain du Brexit, où là on a eu un petit Oui, crash. parce que prudent, une c'est ce grosse qui ressemble le correction plus sur à les marchés. patrimonial. Hein. On peut dire ça comme ça? C'est un bon fonds patrimonial Ouais. avec un horizon de placement à 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Après, Donc il y en on a un qui peut- monte et vous descendez donc en action. Nous, en action, on baisse. On Voilà. était remonté dans le crash qui a donc suivi le Brexit. On est monté à près de 30%. Et là, on a eu un été qui s'est quand même très bien comporté sur les actions. Et donc, on a ramené le curseur à hauteur de 20%. D'accord. Et en face, on a à peu Et le reste près, alors? on a à peu près 30% sur les corporates et sur un peu de high yield qu'on joue principalement sur le marché américain. D'accord. Et ensuite, on a des positions qui sont intéressantes au sein même du portefeuille action. On avait donc un propos intéressant sur les bancaires, pas forcément très positives sur l'Europe. Les bancaires, nous, on les trouve intéressantes principalement sur le marché américain. En termes de valorisation, on est short sur le marché américain à hauteur d'à peu près 8%. Par contre, on aime bien les banques américaines parce qu'elles sont très bien valorisées, elles sont très peu chères, elles sont très pas solides. chères, parce qu'on dit que le marché américain est hors de prix, donc pas les Pas les banques banques. américaines. Le Ok, marché d'accord. américain est très Ah, cher, on est bien faux. mais les bancaires ne sont pas chères. Très bien. C'est le secteur le moins cher D'accord. aux États-Unis. Et surtout, elles sont très intéressantes dans une perspective de hausse des taux. On a tous peur de la hausse des taux, principalement aux Ok. États-Unis. Lorsque les taux remontent, en général, c'est une bonne nouvelle pour les banques et on aime bien les banquières américaines. Stanislas, composition du portefeuille aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à 25% en actions, 50% en obligations d'entreprise européennes D'accord. qu'on gère nous-mêmes. Mhm. Ouais. On va être à peu près à 3,80, 3,90 de rendement sur D'accord. cette poche-là. Quelle aujourd'hui. duration? 3 ans à peu près sur D'accord, cette pareil, poche hein, en donc il y a moyenne. on donc a- c'est- on a des est- proximités, hein. C'est assez proche. Et après, on a Oui, j'ai 5. entendu 2 ans, il me fait 2, je suis 2. Bon, et le bisu, après, ça on va, a- oui, mais c'est bon. Et après, on a 5% en obligations émergentes pour du rendement. Et donc, on a 20% en monétaire. Et pour reprendre votre analogie, on est conscient du problème potentiel de liquidité qu'il peut y avoir, ou même sur les marchés actions, sur les coûts de volatilité. Et donc, si on a un quart du stade qui veut sortir à un moment donné, ça nous permettra aussi de nous renforcer dans de très bonnes conditions. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas, Tu caches. c'est pas absurde d'avoir un peu de Ça a du cash sens. prêt à être réinvesti, soit sur le marché action en cas de baisse, soit également sur le marché obligataire, s'il y a un petit peu de volatilité, d'avoir ce volant. Gilles, on en a parlé tout à l'heure, mais je reprends la structure Rapide. du portefeuille, qu'on comprenne bien, comme ça on vous voit, on a une belle photo. Rapidement, 30% d'actions, entre 30 et 35% d'actions aujourd'hui. Pas mal aussi pour vous, donc. Oui, c'est plutôt, ça- plutôt pas mal, effectivement. On a oscillé entre 25 et 35 depuis 6 Oui, donc mois. ce que je dis, vous êtes quand même dans le très haut de la fourchette. hein. Tout à fait. Voilà, avec un prisme européen marqué aujourd'hui, mais qui est assez structurel, je dirais, dans nos allocations, même si on travaille aussi les autres zones géographiques. On aime bien sur la partie obligataire, donc la dette émergente, qu'on joue soit en directionnel, soit sur des produits de performance absolue. Et puis les index inflation qu'on a intégrés dans le portefeuille pour des parties. Vous croyez dans le significatives. retour de l'inflation? Un peu. On ne voit pas la thématique inflation, enfin l'inflation repartir Un peu. très fortement, mais effectivement, on pense que la tendance est plutôt. Ça, c'est une protection au cas où. Absolument. Allez, Georges, un peu de questions, parce que Ouais, je on a monopolise. un hein. gros sujet qui intrigue beaucoup les internautes sur la taille des fonds. Ils nous disent il y a, Eh deux, oui. il y a deux extrêmes entre MNG Optimal Income qui serait le plus gros fonds d'Europe. J'avoue que ma culture est limitée là-dessus. Il a Ou été l'un le, il a été le ou plus l'un- gros il y a 2 ans, mais aujourd'hui, il a l'un des retrouvé plus une gros, taille, on va dire. Et versus des raisonnable. fonds plus petits. Et est-ce que la clé c'est d'avoir justement un fonds énorme ou au contraire un fonds beaucoup plus petit et plus maniable? Small is Est-ce qu'il y a pas de beautiful règle ou pas? Je dirais que ça Est-ce que dépend. j'ai plus d'actions sur le marché Ça si je dépend suis ce qu'on important? Ouais. Ça dépend de ce que vous faites dans votre D'accord. portefeuille. Si vous êtes sur des sous-jacents extrêmement liquides comme des futurs, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 10, 20, 30 milliards, il n'y a absolument aucun problème. Un fonds comme Optimal Income, il est monté à 30 milliards, il est descendu à 20 milliards, et ça s'est fait sans avoir aucun impact sur la gestion et sur la performance du fonds. Donc le tout, c'est d'avoir une bonne gestion de la liquidité avec suffisamment de diversification et des sous-jacents qui sont très liquides. Et pour le coup, le marché obligataire dans son ensemble offre beaucoup de liquidités. Et c'est pourquoi on a pu gérer ce fonds sans aucun problème malgré les sorties qu'on a pu avoir pendant un an. Alors aujourd'hui, les performances sont très bonnes, l'argent rentre à nouveau. Il y a eu de la liquidité parce que ça se passait bien aussi. Hein. Comment? Il y a eu de la liquidité parce que ça se passait bien aussi. Oui, on était dans une configuration de marché qui nous était favorable. Oui, voilà, c'est ça. Mais Parce encore que une fois, Quand ça se passe bien, moi je me souviens d'une époque où en fac, la liquidité c'était juste une vision de l'esprit, hein, parce que c'était pas un problème.
depuis une quinzaine d'années, quand même, on commence à se dire que c'est un vrai sujet. Là. On l'a testé. On l'a testé pour le coup. Avant, c'était pas le sujet, la liquidité, non? Très peu. Très moins. peu, c'est vrai, mais aujourd'hui, il faut être vigilant, il faut avoir des portefeuilles très diversifiés. Un fonds comme Optimal Income, c'est plus de 1000 lignes en portefeuille, c'est D'accord. extrêmement Quelle diversifié. taille, juste puisqu'on dit que c'était un des plus gros, aujourd'hui c'est combien? Il fait à peu près 18 milliards. D'accord. Oui, ça fait un morceau de fond. Mais c'est pas le plus gros. aujourd'hui. Small is beautiful, messieurs. 380 millions pour un patrimoine flexible, qui est, voilà, on est... Je partage. Mais c'est mieux d'être une taille raisonnable. On voit Nordea qui ferme, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de collecter quand on pense qu'on ne peut pas répondre à la promesse. Oui, quoi. enfin, on est loin de Oui. ce genre de taille, donc C'est pour effectivement, ça que je pose on la a encore largement de la place. Et puis, on travaille nous aussi sur des actifs relativement liquides. Hein. Beaucoup d'opérations sont faites par le biais de contrats dérivés sur des actifs liquides. On n'a pas de problématique aujourd'hui de taille, donc Small is Beautiful, j'ai envie de dire oui parce qu'on n'est pas non va, plus ouais. les plus gros de la place, donc on a encore, J'en on a connais encore un de la côté place. qui va me dire oui, Small is beautiful. Oui, Small is Beautiful, évidemment, mais je crois que la vraie réponse, elle a été donnée. Ça dépend du sous-jacent. D'accord. Si le sous-jacent est liquide, il n'y a pas de problème pour avoir des gros fonds. Maintenant, si le sous-jacent se montre un petit peu moins liquide ou sur lequel on a moins de perspectives en tout cas, il faut avoir un fonds un petit peu plus petit, c'est Tiens, certain. je parle d'où? Je vais poser la question à vous, mais ceux qui veulent répondre, hein, il y a beaucoup de gérants flexibles qui ont acheté des foncières en disant qu'effectivement il y a eu un rattrapage avec la baisse des taux obligataires et donc ça avait du sens. Est-ce que vous avez une forme de bulle sur les foncières, non? Peut-être qu'elle commence, cette bulle-là. D'ailleurs, à l'intérieur du fonds Keren Fleximo, dont on a brièvement parlé tout à l'heure, c'était la première position dans le secteur. Aujourd'hui, on est plus sur la promotion immobilière. Après, à nous d'être sélectifs une fois de plus sur les valeurs qu'on va aller Mais chercher. quand même, tout le monde est un peu allé sur les foncières, ça. Oui, enfin, je pense que les foncières aujourd'hui, en tout cas les grandes, sont pleinement valorisées, donc il n'y a plus beaucoup de potentiel. Mais de manière générale, il y a eu des flux massifs de capitaux vers l'immobilier, et donc pas forcément uniquement les foncières de large et connues, mais vers les FCPI, etc. Et donc c'est sûr que s'il y a un petit ralentissement ou une petite hausse de taux, il est évident que les performances passées et les rendements qu'on a pu connaître seront difficilement reproductibles dans le futur. Et là, pour le coup, la liquidité, on en parle sur le marché obligataire comme étant un risque potentiel. Sur la pierre physique dans l'immobilier, là, On a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Hein, c'est aussi en peut-être Angleterre, ça, voilà. en Allemagne en 2007 avec tous les fonds immobiliers qui Moi, j'étais ont pas né. fermé, etc. Donc je pense qu'il faut, voilà, les vrais risques de liquidité. Non, mais ils là, sont- voilà, on a vu ce que c'était la liquidité. ils sont là. Et Angleterre, et pour rouvrir, c'est compliqué. Hein. Enfin, je ne sais pas où on en est en Angleterre, je n'ai pas suivi ces derniers jours, mais pendant l'été, les gérants de foncières disaient on est parti pour 2 ans à Viva. Ils disaient c'est minimum 2 ans. Ouais, c'est pas forcément 10 ans, ça dépend encore une fois de la configuration du Et marché. MNG, il y a une fermeture de fonds. Nous, non on a fermé un fonds important qui était en valorisation quotidienne. Et voilà, quand il y a eu une panique généralisée au Bien moment sûr. du Brexit, on n'a pas eu le choix que de fermer le fonds. Il est rouvert? Non, il n'est pas réouvert. On attend d'avoir suffisamment de cash dans le portefeuille pour le réouvrir. On ne va pas attendre 2 ans, on va probablement attendre. C'est à Viva la fin hein, de qui avait l'année. dit 2 ans, j'avais lu Parce ça. que là, le marché anglais s'est très très bien comporté pendant l'été. La consommation est repartie, l'immobilier s'est plutôt bien comporté. Bah oui, parce que le Brexit, c'est pas tout de suite, quoi, au fond. C'est ce que font tout le monde, on attend le jour où ça arrive vraiment. Hein, en Le réalité, Brexit, on a dit voilà. Non? Bah, on ne sait Vous pas, êtes un- grand-chose sur le Brexit. Oui. On ne Voilà, c'est ça. sait même C'est pas pas sur un tout de suite. Brexit. Voilà, pas c'est ça. sûr Le du Brexit, c'est pas tout de suite. Le changement, c'est Ouais. maintenant, mais pas. Non, je déconne, pas le Vous Brexit. êtes un vrai politique, Jean-Pierre. Voilà, c'est ça. Allez, une dernière question, Georges, et puis je clôturerai les débats avec 2 ou 3 questions. Non, sur ce sujet, on a fait une question. Après, il y a des questions beaucoup plus larges, je ne sais pas si vous voulez aborder, sur, entre autres, comment anticiper les élections américaines, allemandes et Oui, françaises. c'est ça. Alors, c'était un Comment peu la anticiper fin. le Brexit, ou pas. On a de plus en plus de difficultés à aller chercher du rendement. Donc c'est compliqué. Et en même temps, on a des risques politiques un peu partout. Les élections américaines, on ne sait pas bien ce que ça peut donner. Le Brexit, ça peut revenir vite hein, en fonction des négociations. En Europe, on voit bien, je regardais aujourd'hui qu'il y a des économistes allemands qui veulent lancer un euro alternatif sur l'or. Vous voyez, on sent bien qu'il y a quelques tensions entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord qui reviennent. Comment on se dit ça quand on est gérant flexible? On dit ça peut me tomber à tout moment sur le coin de la figure, Stanislas. Bah, ça, c'est un peu cette poche de cash qu'on garde. Voilà. En se disant, Vous avez répondu, je garde du cash, hein, quand même. On le voit très bien. Le Brexit, objectivement, peu de gens l'avaient vu venir. Ça a été violent, ça a été très vite récupéré et le fait d'avoir des portefeuilles pas trop investis, ça fait que c'est absorbé. Mais vous avez l'élection américaine, vous avez le référendum en Italie Bien sûr. qui est quand même un game L'Espagne. changer parce que s'il est perdu, L'Espagne qui des n'a pas de élections en Allemagne en gouvernement. début d'année prochaine, puis des élections en Et la France, France, qui sont quand même pas gagnées d'avance pour les partis traditionnels. Donc tout ça dans la balance, ça va créer de la volatilité pour les marchés qui en général anticipent des résultats consensuels et pas forcément comment, des quand chocs. on est gérant flexible, on se positionne? Parce que je veux dire, avant le Brexit, Il je faut le pas- sais moi, mais quand vous on est étiez gé- comment? Qu'est-ce que vous disiez?
Je sors beaucoup. Il en faut attendant avoir ce des qui marges se de passe. manœuvre. Ouais. La clé pour un gérant flexible, quand on en arrive ou qu'il y a un risque d'événement que par définition on ne peut pas contrôler, c'est de ne pas être au taquet de ses expositions. Parce que sinon, vous prenez toute la baisse et vous vous retrouvez avec trop de risques en bas, obligé de couper. Donc nous, la manière dont on se positionne vis-à-vis des mois à venir, c'est d'avoir des niveaux pivots d'exposition sur les actions notamment qui ne soient pas trop élevés pour qu'en cas de choc, on puisse venir réinvestir et profiter du choc et non pas être en train de courir après le marché. Donc ça veut dire dans que la là, masse. cette année qui s'annonce pour vous, ça va recommencer quoi? Je me réexpose, je me désexpose. C'est très très agile quand même votre gestion. Hein. Enfin, c'est agile sur les titres. Après, les mouvements d'exposition, ils sont pas, on passe pas de 0 à 100. Ouais, Enfin, ouais. c'est quand même bien encadré. Hein. Par contre, ce qui est évident, c'est que oui, on s'attend à la volatilité sur les 9 prochains mois. Et Comment notamment du fait du politique. Comment on dort face à l'année qui s'annonce? On dort plutôt pas mal pour l'instant, puisque je le disais tout à l'heure, nous on joue beaucoup sur ce rendement obligataire embarqué. Maintenant, comme on le disait à l'instant, il faut être très tactique aussi par rapport aux événements. Enfin, si vous collectez, votre rendement embarqué il se dilue. Hein. Notre rendement embarqué se dilue, mais j'ai aucun problème Vous avec collectez ça. en ce moment, cher puisque- ami. Oui, tout à fait. Et je remercie les Voilà. internautes d'ailleurs Ça pour, suffit pas. pour leur contribution. C'est moi qui dis les bonnes choses. C'est pas vous. Oui, bien sûr, ce rendement aura tendance à se diluer, mais c'est une évidence. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle quelque part, puisque nous, ça nous permettra de continuer à investir. Et il n'y a pas de souci avec cela. En revanche, ce qui est important, c'est vraiment d'aller affronter ces deux événements qui sont pour nous là, en fin d'année, à la fois les élections, mais aussi ce que la Fed va faire dans une semaine maintenant. La Fed, elle va le faire. Alors, c'est pas là, c'est dans 2 mois. Oui, Enfin, enfin, je rappellerai quand même ça que... fait 3 ans que c'est dans 2 mois. Oui, Oui, et puis cette année, Bah c'était là, on sent quand même que non. cette année, c'était 4 hausses de taux. On est, Moi, je sais pas. on est en septembre, on n'en a toujours pas eu, donc Gilles. voilà, on attend. Allez, comment on vit On a vécu votre début d'année on vit difficile, mieux- on on dit vit il ne faut mieux pas que ça recommence Voilà. cette histoire, On ça vit- suffit. Hein. On vit mieux depuis Ouais. 6 mois, effectivement, et je partage pleinement l'avis de Stanislas. Hein, c'est-à-dire, voilà, on vit avec une poche de cash qui est structurellement plus significative que ce qu'on a eu par le passé, en tout cas en début d'année, qui est aux alentours de 20-25% aujourd'hui, qui permet à la fois d'absorber les chocs, qui permet aussi de profiter des petits pics de volatilité qu'on a observés pour remettre un peu de risque si on considère que l'environnement global, toutes choses étant égales par ailleurs, n'a pas fondamentalement changé. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui nous permet de dormir correctement. D'accord, plus de cash. Brice, MNG, mondial, vous êtes sur le marché américain, les élections américaines. Non, pour nous, le risque vraiment important d'ici la fin de l'année, c'est le référendum en Italie, D'accord. car ça pourrait remettre en Évidemment. question encore beaucoup de choses à l'échelle de l'Europe. Vous avez vu Patrick Avec, Artus qui dit que la zone euro, elle ne tiendra pas. Hein. Oui, Ah, voilà, comme le donc ça, Cacadini, c'est- là. Pour nous, c'est un peu le sujet. D'accord. Mais les fondamentaux sont plutôt bons, les politiques d'austérité sont un peu derrière nous, on est plutôt dans une logique de relance budgétaire. Et ces relances budgétaires vont probablement animer le marché, mais d'un point de vue plutôt positif, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et dans les pays émergents. Messieurs, Donc on est plutôt serein. merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste vous poser une dernière question. On a fait le tour, on a fait le tour. On a fait le tour, j'ai regardé. Hein. Une dernière question, liquidité. Aujourd'hui, j'étais avec 150 CGP hier et qui me disait liquidité avant rentabilité. Vraiment, le problème de nos clients aujourd'hui, c'est liquidité avant rentabilité. On a parlé de marché obligataire, vous me dites c'est pas tout de suite, enfin ça existe. Immobilier, on se pose la question de la bulle, les actions, la décorrélation. On a bien vu dans toutes les crises qu'on a vécues récemment que c'était compliqué. Avec la décorrélation, ça n'existait pas vraiment. Liquidité, small cap, tiens, c'est un vrai sujet, les small cap. En 2008, on a vu ce que ça donnait, la liquidité. Est-ce que c'est un vrai sujet de stress aujourd'hui? Je vous demande oui ou non, et avec une analyse mais de 10 secondes. Plutôt non, en tout cas sur les produits qu'on traite nous, même Oui. sur les small cap. Et je pense que le risque, s'il est là, il sera plus sur les choses type immobilier physique, produits structurés, où là, il peut y avoir beaucoup plus de différenciation. Sur nous, les actifs qu'on traite, on essaie d'être assez diversifié et assez prudent pour bien gérer cet aspect-là. Plutôt non également pour nous, par la diversification et par le cours sur l'obligataire et par un choix de valeur très marqué sur la partie action. Même réponse, non, puisqu'effectivement, on travaille aussi beaucoup par le biais de dérivés qui nous permettent effectivement vraiment de piloter ça de manière très tactique, donc on n'a pas de souci particulier. On n'est pas Sans sur les- dérivé, ça serait plus dangereux? C'est pas que ça serait plus dangereux, c'est aussi que ça nous permet justement de répondre à cette attente du client de flexibilité, d'allocation tactique en fait. Voilà, c'est D'accord. un peu cette réponse-là. Donc le marché à tort, liquidité. Nous, aucun problème, on travaille sur indices, on ne fait pas de stock picking, donc les indices sont extrêmement liquides, aucun problème pour nous. Merci messieurs, il nous reste 2 minutes. La parole est à vous. Vous avez 30 secondes, pas plus, hein, pour nous dire ce que vous espérez pour la fin de l'année, puis pour dire ce que vous allez raconter à Patrimonia aux gens qui vont venir vous voir 30 secondes. Tiens, mon Maurice,
Nous, le message qui est vraiment important, c'est de mettre les clients et leurs conseillers en face de leurs responsabilités. Lorsqu'on investit à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, il y a un budget de risque qui doit être différent. Et donc, nos fonds, voilà, c'est le fonds prudent jusqu'à 3 ans. 3-5 ans, le fonds équilibré. Au-delà de 5 ans, on peut investir en actions. Alors, c'est le conseiller qui déconne s'il déconne, quoi, en fait, c'est ça l'histoire. Non, mais il y a un profil de risque qui est différent, avec des horizons de placement qui sont différents. Il faut simplement être Oui, en avant, phase on avait avec ça. l'impression que tout allait bien tout le temps, quoi, au fond. C'est un peu plus compliqué maintenant, Gilles. Ce qu'on espère pour la fin de l'année, c'est effectivement une volatilité qui ne s'accroisse pas de manière trop significative. On a vu toutes les Là, échéances. c'est monté, on a parlé des la échéances. semaine dernière. Oui, mais J'ai vu un VIX qui allait toucher les 20, là. Tout à fait, oui, mais malgré tout, la tendance qu'on a observée ces Chaque dernières fois, Stanislas dit tu déconnes dans cette histoire. Là, bon. mais c'est le rien. VIX, c'est aux États-Unis, c'est rien. Ouais. Oui, mais on a vu que c'est très ponctuel, hein, la tendance est quand même clairement baissière, mais on sait qu'il y a des échéances, qu'il va falloir les absorber un certain nombre de chocs. Les banques centrales sont là, mais on sent aussi qu'on est Donc, peut-être... serein quand même pour la fin de l'année. On est pas serein. non, on est vigilant, D'accord. plus que serein. Clément. On a beaucoup parlé de flexibilité, on a beaucoup parlé de macro, mais moi j'aimerais insister sur un dernier point, c'est que la micro va plutôt pas mal. Et qu'on a des entreprises en France, en Europe, qui aujourd'hui publient Le des patron, chiffres, c'est la Banque centrale. des chiffres d'affaires qui sont plutôt intéressants. Aujourd'hui, on a des sociétés qui marchent bien, on a des sociétés sur lesquelles on peut faire à nouveau du picking, surtout sur le segment small-mid. Et ça, il ne faut pas l'oublier, à la fois dans les fonds purs, mais aussi dans les fonds diversifiés. Et on conclura là-dessus. Juste, tiens, une dernière question à vous, Stanislas, des vieux complices. Les banques, le marché nous dit la gestion passive, c'est le rêve, c'est moins cher et tout. On a l'impression qu'on revient au stock picking, non? Je pense que la période est assez propice parce que certes les banques centrales ont fourni du vent arrière, mais aujourd'hui c'est en train de se stabiliser, ou en tout cas ça va souffler moins fort de la part des banques centrales. Les grandes sociétés des indices, donc qu'on retrouve dans la gestion passive, elles sont relativement bien valorisées. Il n'y a pas de risque majeur à la baisse, mais la valeur est là. Et du coup, le stock picking, il est assez intéressant dans ces périodes-là. Et d'ailleurs, on le voit, les sociétés de gestion qui sont adeptes de ça ont plutôt fait de bons résultats là-dessus. Donc c'est bon pour vous? Ça a été C'est plutôt des un maisons. contributeur Non, mais voilà, messieurs. positif cette année. Et on pense que ça va continuer à l'être l'année prochaine. Merci beaucoup, vous avez été top, sincère, très agréable au fond, donc on va continuer comme ça. Nous on se voit 2 fois la semaine On se prochaine. retrouve dès mardi prochain avec Novaxia, donc un Ça changement bosse. total de sujet. Ouais. On parlait de bureaux Transformer les bureaux en logements. Exactement. Vous avez une anecdote là-dessus, on en parlera. et jeudi prochain avec Cristal. D'accord, de la distribution, c'est très Exactement. intéressant de voir comment se comporte le marché de la distribution en ce moment, donc c'est très bien. On Le change marché immobilier complètement. d'un côté, l'hôtellerie, on aura des questions là-dessus, c'est un peu chaud, et puis la distribution. Merci de votre confiance, 2 fois la semaine prochaine à 18h mardi et jeudi. Et en attendant, bien sûr, gardez-vous bien.